Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker alors que Berlin tombait sous le feu soviétique. En l'espace de quelques heures, l'homme qui avait provoqué une guerre mondiale était mort et le Troisième Reich disparaissait avec lui. Son corps a été aspergé d'essence et brûlé par ses assistants dans le jardin de la chancellerie. Les restes ont été trouvés par l'Armée rouge, qui a gardé la découverte secrète pendant des décennies. Fragments de crâne, dents et cendres ont été cachés, transférés et analysés sous stricte confidentialité. Ce qui restait du dictateur a été traité comme une preuve interdite. Pourquoi a-t-il décidé de se suicider plutôt que de se rendre? Que s'est-il réellement passé avec son corps après sa mort? Quelle partie de cette histoire a été détruite et laquelle reste encore cachée? Le dernier refuge, Berlin sous terre. Alors que les divisions soviétiques avançaient implacablement depuis l'Est et que les bombardements alliés transformèrent Berlin en un paysage lunaire de décombres et de feu, Adolf Hitler prit une décision qui scellerait son destin, s'installer de manière permanente dans le complexe souterrain sous la chancellerie du Reich. Ce refuge de béton, conçu à l'origine comme une protection temporaire contre les attaques aériennes, se transformerait en le théâtre final de l'un des régimes les plus destructeurs de l'histoire humaine. Le Führerbunker n'était pas une simple construction militaire. Son histoire remontait à 1936, lorsqu'on avait édifié le premier niveau, connu sous le nom de Vorbunker, dans le cadre des expansions architecturales du complexe gouvernemental nazi. Des années plus tard, en 1944, alors que la guerre montrait déjà des signes irréversibles de défaite, on construisit le niveau inférieur, le Führerbunker proprement dit, situé à environ 8 mètres sous terre. Ces plafonds en béton armé atteignaient presque 3 mètres d'épaisseur, conçus pour résister à l'impact direct des bombes de gros calibre. Cette profondeur offrait plus qu'une protection physique, elle représentait l'isolement progressif d'un régime qui perdait contact avec la réalité de sa propre destruction. Pendant ces derniers mois, le bunker a acquis une atmosphère singulière de clôture et de décadence. Les sons du monde extérieur, explosions d'artillerie, bombardements nocturnes, tonnerres lointains de bâtiments s'effondrant, se filtraient à travers le béton comme des rappels constants que Berlin agonisait au-dessus de leur tête. À l'intérieur du souterrain, le temps passait avec une gravité différente. Les horloges marquaient non seulement les heures de la journée, mais aussi le compte à rebours vers la fin d'un empire qui avait promis de durer 1000 ans. Les espaces habités par Hitler et son cercle le plus proche constituaient un mélange étrange de postes de commandement militaire et de résidences improvisées. Secrétaires, assistants personnels, officiers de sécurité et membres de l'état-major partagèrent des corridors étroits et des salles de réunion où étaient prises des décisions de plus en plus déconnectées de toute réalité stratégique. Le mobilier de luxe, pillé dans les appartements supérieurs de la chancellerie avant qu'il ne soit détruit, créait un contraste grotesque avec la situation d'effondrement absolu. Des tableaux de maîtres allemands étaient accrochés à des murs de béton nus. Des tapis persans couvraient des sols en ciment froid. Dans la salle des cartes, un portrait de Frédéric le Grand, le roi prussien que Hitler admirait de façon obsessionnelle, observait les réunions nocturnes où des divisions inexistantes étaient déplacées sur des cartes d'un front qui ne pouvait plus être soutenu. Hitler maintenait encore certaines routines qui lui donnaient l'illusion de continuité. Petit déjeuner à heure fixe, audience avec des officiers, révision des rapports du front. Mais la différence était abyssale par rapport aux années de triomphe. Maintenant, le front n'était pas en Pologne, en France ou en Russie, mais dans les rues de Berlin, à quelques kilomètres du bunker. Les divisions qui se déplaçaient sur les cartes existaient seulement sur papier. Les renforts promis n'arriveraient jamais. Les portes en acier et les couloirs sans fenêtres isolaient de plus en plus le sommet du pouvoir, créant une bulle où la défaite pouvait être niée pendant encore quelques heures. Les conversations dans les couloirs du bunker pendant les derniers jours d'avril prirent un ton de résignation à peine dissimulé. Les officiers échangeaient des regards qui exprimaient ce que personne n'osait dire ouvertement. Tout était terminé. L'arrivée d'Eva Braun au complexe souterrain intensifia le caractère résidentiel et personnel de ces derniers jours. Sa présence transforma partiellement le bunker de poste militaire en refuge domestique, un espace où l'intimité du dictateur se mêlait aux derniers ordres d'une guerre perdue.
La conception architecturale du bunker provoquait des effets psychologiques inévitables. Les couloirs étroits, à peine éclairés par des ampoules électriques qui clignotaient lorsque des bombes tombaient à proximité, créaient une sensation d'enfermement progressif. Les salles de commandement, bien qu'équipées de téléphones et de radios, fonctionnaient comme des chambres d'écho où les ordres étaient émis sans certitude qu'ils arriveraient à destination ou qu'ils auraient un effet quelconque. Le toit en béton de 3 mètres symbolisait à la fois la protection et la prison. Pendant l'offensive finale soviétique, l'air à l'intérieur du bunker devenait de plus en plus vicié. Les systèmes de ventilation fonctionnaient à la limite de leur capacité. L'humidité s'infiltrait par les joints des murs. Les explosions lointaines faisaient vibrer toute la structure, détachant la poussière de ciment qui s'accumulait sur les bureaux et les uniformes. Vers la mi-avril, Hitler était effectivement isolé du commandement réel sur les forces armées. Les commandants qui arrivaient encore au bunker l'informaient sur les réserves épuisées, les défenses effondrées et l'inévitabilité de la reddition. Les réunions devenaient de plus en plus brèves et dépourvues de contenu stratégique. La presse officielle du régime avait cessé d'avoir de la pertinence face à l'artillerie soviétique qui entourait la ville. Le bunker a cessé d'être le centre du pouvoir pour devenir le théâtre de sa dissolution institutionnelle. Un lieu où des ordres étaient donnés que personne n'obéirait, où des plans étaient tracés qui ne seraient pas exécutés, où la fiction du commandement ne se maintenait que dans ses murs de béton. La vie quotidienne dans le refuge pendant ces derniers jours composait un tableau de normalité forcée sur un fond de catastrophe. Les secrétaires transcrivaient des ordres sans sens tactique. Les officiers de garde recevaient des rapports sur des positions militaires déjà abandonnées. Les hommes de la garde personnelle surveillaient les accès à un bunker saturé de personnes qui savaient qu'elles ne sortiraient pas vivantes. Ce contraste entre le routinier et l'exceptionnel définit l'atmosphère de ces derniers jours. Un téléphone de bureau fonctionnant sous le rugissement constant de la bataille dans les rues, une machine à écrire produisant des documents officiels, tandis que Berlin se désintégrait au-dessus de leur tête. Plusieurs des officiers qui restaient dans le bunker pendant ces derniers jours ont été ensuite interrogés par les forces soviétiques. Leurs témoignages s'accordent à décrire une atmosphère de départ tacite. Beaucoup des présents comprenaient que le bunker serait leur tombe. Certains ont distribué des capsules de cyanure parmi le personnel. D'autres ont brûlé des documents personnels. Quelques-uns ont tenté d'organiser des routes d'évasion à travers les tunnels d'égout qui reliaient le complexe à d'autres parties de la ville, mais les possibilités réelles de fuite étaient minimes. Alors que les chars soviétiques pénétraient dans les quartiers centraux de Berlin, les tunnels d'évacuation et les sorties de secours du bunker commencèrent à être utilisés pour les évacuations de personnel mineur. Le complexe lui-même devint la cible de bombardements proches qui faisaient trembler la structure. Les égouts de Berlin, en ces derniers jours d'avril, fonctionnaient comme des routes d'évasion désespérées ou comme des fosses communes improvisées. Le bunker connaissait une dégradation simultanée dans 2 dimensions, physique, en raison du siège militaire qui l'entourait, et symbolique, à cause de l'effondrement du système qu'il représentait. Le dernier refuge du Reich n'était pas simplement un lieu physique, mais la manifestation architecturale de sa décomposition, un bunker qui mélangeait luxe et misère, commandement nominal et reddition réelle, l'illusion de protection et la réalité du siège. Sous ces murs de béton s'est déroulé l'acte final, le suicide du Führer, suivi du traitement de son corps et finalement la naissance d'un mythe sur sa disparition. Le bunker marqua le début du crépuscule, tant matériel que symbolique, et préfigura la manière dont l'histoire affronterait la question des restes ou de l'absence d'Adolf Hitler. Ce qui se passerait dans les heures suivantes à l'intérieur de ce refuge souterrain fermerait non seulement une biographie, mais un chapitre entier de l'histoire européenne. La fin du Führer, le suicide dans le bunker. Dans la pénombre du 30 avril 1945 s'est accompli l'acte qui a symboliquement clos la trajectoire d'Adolf Hitler. Ce ne fut pas uniquement un suicide individuel, mais le geste final d'un système qui n'avait d'autre option que la mort. Pour comprendre cet épisode avec rigueur historique, il est nécessaire de lier plusieurs processus simultanés. La décision interne du dictateur, la préparation pratique de son entourage, la mécanique de sa mort et la réaction immédiate de ceux qui l'entouraient. À la fin du mois d'avril, le siège de Berlin avait été complété. L'offensive soviétique,
lancé par l'armée rouge sous le commandement du maréchal Georgi Zhukov, avait réduit la capitale du Reich à un champ de bataille urbain où chaque rue, chaque bâtiment, chaque sous-sol était disputé avec férocité. À l'intérieur du bunker, le fracas de l'artillerie et le rugissement des chars étaient parfaitement audibles. Les cartes que Hitler examinait montraient une situation sans issue. Les divisions défensives se dissolvaient, les réserves étaient épuisées et l'espoir militaire était inexistant. Sous cette pression, les structures rituelles du pouvoir ont acquis un caractère presque théâtral. Les audiences avec les généraux, les discussions officielles, les réunions de planification militaire ont cessé d'avoir une fonction pratique pour devenir des cérémonies d'adieu. Hitler a commencé à reconnaître l'impossibilité de toute victoire. Les rapports qu'il recevait confirmaient ce qui était déjà évident. Berlin tomberait en quelques jours, peut-être en quelques heures. Dans ce contexte, il a dicté son testament politique et personnel où il désignait Karl Dönitz comme son successeur et réaffirmait sa vision du monde même dans les dernières lignes qu'il écrirait. Il a également décidé d'épouser Eva Braun dans ses dernières heures et a donné des instructions précises sur sa propre mort. Les témoignages des survivants du bunker s'accordent à dire que Hitler a clairement exprimé qu'il ne permettrait pas d'être capturé vivant par les forces soviétiques. L'idée d'être exhibé publiquement, jugé ou exécuté par ses ennemis lui était intolérable. Il cherchait à contrôler même sa fin, déterminant le moment, le lieu et la manière de sa mort. Cet ensemble de décisions révèle que le suicide n'était pas un acte impulsif, mais une conclusion planifiée au milieu de l'effondrement total. Les 29 et 30 avril, le personnel du bunker a agi selon des instructions précises. Des documents sensibles ont été détruits, des objets personnels ont été emballés, des capsules de cyanure ont été distribuées à l'entourage le plus proche. Les assistants de sécurité, les infirmiers et le médecin personnel ont reçu des ordres détaillés concernant les préparatifs. Une scène particulièrement révélatrice fut l'ordre d'empoisonner les chiens d'Hitler, y compris son berger allemand, Blondie. Ce geste, apparemment domestique, transmettait une consigne claire. Tout ce qui représentait le Führer devait être détruit avant sa propre mort. Le mariage avec Eva Braun a eu lieu dans les dernières heures du 29 avril ou au petit matin du 30, selon différents témoignages. L'acte a été bref, célébré dans la salle des cartes devant un cercle très restreint de témoins. Bien que ce détail soit plus symbolique que militaire, il montre la conscience de la fin. Hitler ne reconnaissait pas seulement la défaite, mais configurait sa sortie selon un rituel personnel. La cérémonie matrimoniale en plein siège reflétait la dimension intime de ces derniers moments, où les décisions privées s'entremêlaient avec l'effondrement public du Reich. Dans les premières heures de l'après-midi du 30 avril, Hitler et Eva Braun se sont retirés dans la chambre privée du Führer dans le bunker. Les récits des survivants convergent sur les faits essentiels. Hitler a ingéré une capsule de cyanure et s'est simultanément tiré une balle dans la tête avec son pistolet Walther. Eva Braun a pris seulement la capsule de poison et est morte presque instantanément, sans recourir à un tir. Les corps ont été découverts peu après par le valet de chambre Heinz Ling et l'assistant Otto Günsche, qui ont été les premiers à entrer dans la chambre après avoir entendu le coup de feu. L'heure exacte varie légèrement selon les sources. La plupart indiquent autour de 3h30 de l'après-midi, bien que certains témoignages mentionnent une fourchette entre 3h30 et 4h. Cette imprécision temporelle est compréhensible étant donné le chaos du moment et le manque de témoins directs de l'acte même. Ce qui est pertinent, c'est que le suicide a eu lieu dans cet intervalle, au milieu d'un après-midi où le bombardement soviétique sur Berlin atteignait son intensité maximale. Après avoir découvert les corps, ceux qui restaient dans le bunker ont agi selon les instructions préalables laissées par Hitler. Les cadavres ont été enveloppés dans des couvertures et transportés par les aides vers une zone proche du jardin de la chancellerie, en surface, pour leur incinération. À l'intérieur du bunker, un silence officiel temporaire a été décrété. Pendant quelques heures, des ordres faux ont continué d'être transmis par radio pour maintenir l'apparence que le commandement était encore opérationnel. Cet intervalle de silence officiel faisait partie du protocole établi.
La nouvelle de la mort du Führer ne devait pas être diffusée immédiatement pour éviter l'effondrement moral total des dernières unités qui résistaient encore. Les assistants qui ont ramassé les corps ont agi avec une efficacité mécanique, respectant des protocoles improvisés pour une situation sans précédent dans l'histoire du régime. Il n'y eut ni cérémonie, ni parole solennelle, seulement l'urgence de suivre les instructions finales du dictateur. Brûler les corps pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des soviétiques. Les voix de ces assistants, capturés plus tard lors d'interrogatoires par les Alliés, fourniraient les témoignages primaires sur ce qui s'est passé dans cette chambre et dans les moments immédiatement suivants. Bien que le suicide de Hitler ait été largement accepté par les historiens sur la base de ces témoignages convergents, il n'a pas été immédiatement vérifié par les puissances occidentales. Pendant des mois, voire des années, des rumeurs ont circulé sur sa possible survie et évasion. Les archives du FBI montrent que des enquêtes ont été maintenues ouvertes jusqu'à 1947 sur des rapports selon lesquels Hitler avait échappé en Amérique du Sud ou vers des refuges en Espagne. Ces rumeurs, en partie alimentées par l'opacité soviétique sur les découvertes médico-légales, ont engendré une mythologie de survie qui persisterait pendant des décennies. Le service britannique de renseignement a systématiquement recueilli les récits de plusieurs secrétaires, gardes et assistants qui avaient été présents dans le bunker. Leur rapport consolidé a conclu que Hitler avait exprimé à plusieurs reprises son intention de se suicider plutôt que de se rendre. Les interrogatoires de Heinz Ling et Otto Günsche, menés par les soviétiques après leur capture, ont fourni des descriptions détaillées de l'état des corps, des vêtements qu'ils portaient, veste foncée pour lui, robe claire pour elle, et de la disposition des cadavres lorsqu'ils ont été trouvés. En 2025, des documents soviétiques déclassifiés ont apporté des détails supplémentaires sur les déclarations de ces témoins clés. Les notes d'interrogatoire incluent des descriptions de pièces dentaires et de fragments de crâne qui seraient ensuite utilisés pour l'identification médico-légale. Ces sources confirment la combinaison de poison et de tir comme méthode de suicide, une redondance qu'Hitler avait planifiée pour assurer sa mort instantanée. Le suicide de Hitler représentait une clôture dramatique sans alternative pour le régime national-socialiste. Ce n'était pas une défaite militaire au sens classique de capitulation formelle, mais une fermeture personnelle et collective. Le leader suprême disparaissait sans reddition, sans jugement, sans conséquences légales directes. Cela laissait une blessure symbolique dans la mémoire du XXe siècle. Un criminel de magnitude historique sans précédent mourrait de sa propre main, mais ne serait pas soumis à un procès public ni à une exécution légale. La décision même d'épouser Eva Braun dans ce dernier recoin de l'histoire a agi comme un rituel de décomposition, un geste personnel inséré dans un moment politique extrême. La conjonction de la mort et du mariage apparaît ainsi comme l'épilogue littéraire d'une ère de terreur, où l'intime et l'historique se fondaient en un acte final dépourvu de grandeur, réduit à la sordidité d'un bunker assiégé. Le moment du suicide ne peut être dissocié de l'espace physique où il s'est produit. Les salles de cartes, les couloirs de garde, la chambre privée avec ses murs de béton constituaient le décor intime de l'acte. Les murs sans fenêtres, le manque de lumière naturelle, le bruit constant des bombardements, tout cela a déterminé l'atmosphère dans laquelle le suicide a été commis. Les témoignages mentionnent que Hitler avait refusé des propositions de quitter Berlin pour se rendre au sud, vers le réduit alpin que certains officiers suggéraient comme dernière position défensive. Il considérait que l'acte final devait avoir lieu là, dans la capitale, au cœur symbolique du Reich. L'impact immédiat fut double, matériel et symbolique. Matériellement, la disparition de Hitler dans le bunker a laissé les structures de commandement décapitées. Bien qu'un gouvernement de transition ait formellement existé avec Dönitz désigné comme successeur, ce gouvernement manquait de légitimité réelle parce que le leader charismatique avait disparu sans déléguer effectivement le pouvoir. Symboliquement, l'acte a scellé la narrative de la chute du Troisième Reich, un acte individuel qui certifiait un échec collectif. Pour les survivants du bunker, pour les soldats allemands sur les fronts qui tenaient encore, pour les civils de Berlin qui se cachaient dans des sous-sols, la mort d'Hitler fut la pierre angulaire de la fin. Le fait qu'elle ait eu lieu dans un bunker isolé et sans témoins internationaux directs ajouta un voile de mystère qui alimenterait des théories et des conspirations pendant des générations.
L'absence de corps visible, de procès public, d'exécution documentée, laissa un vide qui serait comblé par des spéculations, des dénégations et des mythes. Le suicide de Hitler ne peut pas être compris seulement comme une mort de plus dans le conflit mondial. Ce fut l'acte épilogue d'un théâtre de destruction plus vaste. La préparation méticuleuse, l'articulation de son mariage final, la distribution de capsules de poison, le coup de feu et le transport ultérieur du corps constituent un rite privé qui reflète la décomposition publique d'un régime. Ce moment déclenche le cycle qui sera abordé dans le chapitre suivant. La crémation improvisée des corps et le traitement immédiat des restes, la première étape d'une chaîne de dissimulation qui transformerait un cadavre en mystère politique. Les cendres du Führer, la crémation improvisée. La mort d'Adolf Hitler dans le bunker n'était que le début d'une chaîne d'événements dont l'objectif immédiat consistait à faire disparaître son corps. Ce qui suivit ne fut pas un enterrement solennel, ni un rituel funéraire, mais une opération improvisée de destruction physique au milieu du chaos urbain de Berlin. Sous des bombardements constants, sans protocoles établis et avec le seul but d'empêcher que le cadavre du dictateur tombe entre les mains soviétiques, les derniers fidèles du Führer entamèrent un processus qui marquerait le début de décennies de mystère et de manipulation. Une fois le suicide consommé dans l'après-midi du 30 avril 1945, les membres les plus proches de l'entourage de Hitler ont mis en œuvre les instructions qu'il avait laissées. Son corps et celui d'Eva Braun devaient être incinérés le plus rapidement possible. Le transfert depuis la chambre privée du bunker jusqu'au petit jardin qui donnait sur le bâtiment extérieur de la chancellerie a été organisé avec discrétion et urgence. Les assistants Heinz Ling et Otto Günsche ont coordonné l'opération avec des escortes armées des SS. Les corps ont été enveloppés dans des couvertures militaires et transportés à travers les couloirs du bunker, montant par les escaliers d'urgence jusqu'à atteindre la surface. Le jardin de la chancellerie, qui avait été auparavant utilisé comme espace de transit de véhicules et occasionnellement comme point de rassemblement en plein air, s'était transformé en un paysage désolé. Des cratères de bombes, des débris de bâtiments adjacents, des restes de meubles détruits et du métal tordu couvraient la zone. C'était dans cet environnement que devait se dérouler la tentative de crémation. L'acte représentait à la fois l'accomplissement du testament personnel de Hitler et une mesure préventive. Le dictateur ne souhaitait pas que son cadavre soit exposé ou utilisé symboliquement par les vainqueurs, comme cela avait été le cas avec le corps de Mussolini seulement quelques jours auparavant en Italie. La crémation a été réalisée en plein air, dans des conditions qui différaient grandement de toute procédure funéraire conventionnelle. Les assistants et les officiers présents ont utilisé des bidons d'essence qui avaient été stockés dans le bunker pour l'utilisation des générateurs électriques d'urgence. Les corps, encore enveloppés dans les couvertures, ont été déposés dans une dépression peu profonde près de l'entrée du bunker. De l'essence a été aspergée sur les cadavres et la combustion a été allumée. Le contexte était dévastateur. Berlin était attaqué depuis de multiples directions. Les rues environnantes étaient ravagées par des combats d'infanterie, les véhicules militaires et civils gisaient abandonnés ou détruits, et le jardin lui-même avait été partiellement touché par des bombardements antérieurs. Le processus de crémation était loin d'atteindre ce qu'un crématorium professionnel réaliserait. Plusieurs facteurs fondamentaux ont empêché la combustion complète. Tout d'abord, l'espace ouvert sans chambre de confinement thermique ne permettait pas d'atteindre les températures nécessaires pour réduire complètement les os en cendres. Un corps humain nécessite des températures soutenues supérieures à 800 degrés Celsius pendant plusieurs heures pour une incinération efficace. La combustion en plein air avec de l'essence comme carburant atteint des températures significativement plus basses et de manière irrégulière. Deuxièmement, le corps humain contient un pourcentage élevé d'eau et de tissus mous qui absorbent la chaleur, ralentissant considérablement le processus de combustion. Les os, en particulier les plus denses, comme le fémur ou le crâne, nécessitent une exposition prolongée à des températures élevées pour se désintégrer. Dans les conditions improvisées du jardin de la chancellerie, c'était impossible à réaliser. De plus, des facteurs environnementaux ont compliqué le processus. Les bombardements proches généraient des courants d'air imprévisibles qui dispersaient de la chaleur.
La pluie qui tombait par intermittence ces jours-là à la fin d'avril éteignait partiellement les flammes ou réduisait leur intensité. Le manque de combustible supplémentaire a limité la durée de la crémation. Des témoignages ultérieurs mentionnent que des bois de meubles du bunker, des restes de portes et d'autres matériaux inflammables ont été utilisés pour entretenir le feu, mais l'efficacité est restée limitée. Le résultat fut que la crémation fut partielle. Les chroniques soviétiques ultérieures décrivent les restes trouvés comme des corps partiellement calcinés, avec des tissus brûlés, mais des structures osseuses encore reconnaissables. Le feu projetait des ombres inquiétantes sur le jardin détruit. L'odeur caractéristique de la combustion de tissus humains mélangés à du kérosène et à divers matériaux se répandait dans la zone. Les aides qui supervisaient le processus restaient à proximité, veillant à ce qu'il ne s'éteigne pas complètement, mais conscients que le résultat était loin d'être la disparition totale qu'Hitler avait ordonnée. Lorsque les troupes soviétiques ont fait irruption dans la zone quelques jours plus tard, ce qu'elles ont trouvé était précisément cela, un cratère peu profond, des restes carbonisés dispersés, des couvertures brûlées, des fragments de meubles réduits en cendres et, selon des rapports médico-légaux ultérieurs, des corps enterrés à la hâte sous les décombres et la terre. Un document de la CIA, daté du 10 juin 1945, décrit que les restes d'un cadavre masculin sévèrement brûlé ont été livrés dans une caisse en bois de dimensions spécifiques. Cela indique que bien qu'il y ait eu crémation, la destruction complète prévue n'a pas été atteinte. Après la combustion initiale, les restes ont été enterrés provisoirement dans une fosse peu profonde creusée dans le jardin de la Chancellerie ou dans un cratère de bombardement adjacent. Cet enterrement improvisé obéissait non seulement à l'urgence militaire, les troupes soviétiques avançaient rapidement, mais aussi à l'impossibilité pratique de surveiller l'endroit ou de réaliser une procédure plus élaborée. Les corps ont été déposés dans ce qui restait des couvertures, partiellement recouverts de terre et de débris, dans une tentative désespérée de les dissimuler. L'urgence s'est accentuée dramatiquement dans la matinée du 2 mai, lorsque des unités soviétiques ont pénétré définitivement dans le centre de Berlin et ont commencé à encercler le complexe gouvernemental. À ce moment-là, la priorité des officiers allemands qui se trouvaient encore dans la zone est devenue la fuite ou le suicide, pas la préservation de restes mortels. L'enterrement était de facto une dissimulation sans dignité, sans enregistrement formel, sans marqueur. Les derniers défenseurs du bunker ont abandonné le lieu où se sont donné la mort. Le jardin de la Chancellerie était déserté, semé de cadavres, de débris et des restes partiellement brûlés du dictateur. Le 2 mai 1945, des unités du front biélorusse de l'armée rouge ont avancé vers la Chancellerie du Reich. Selon des documents de Smersh, le contre-espionnage militaire soviétique, la découverte des corps a eu lieu dans le jardin où ils gisaient partiellement brûlés et partiellement enterrés. Les rapports soviétiques ultérieurs mentionnent que les restes ont été identifiés principalement par des caractéristiques dentaires, car une grande partie des tissus mous et des os avaient été affectés par le feu. L'identification était basée sur des ponts dentaires, des travaux en porcelaine dans la mâchoire supérieure et d'autres particularités odontologiques spécifiques à Hitler. Les restes osseux étaient mélangés avec du métal fondu d'armes et d'équipements militaires à proximité, avec des fragments de béton du bunker et avec des débris du jardin. Ce mélange de matériaux a considérablement compliqué la chaîne de garde médico-légale et a généré des incertitudes qui alimenteraient des théories conspirationnistes pendant des décennies. L'examen médico-légal soviétique a été réalisé par une équipe de pathologistes sous mandat militaire strict. Les rapports décrivent que le corps masculin présentait de multiples signes de combustion sévère, peau carbonisée sur la majeure partie de la surface corporelle, crâne partiellement affecté par la chaleur extrême, fragments osseux dispersés qui ont dû être recueillis dans la zone environnante. Cependant, les bridges dentaires sont restés suffisamment intacts pour permettre l'identification. Les analyses odontologiques ultérieures ont élargi la base d'identification. Le travail de l'assistante dentaire Käthe Häusermann, qui avait collaboré avec le dentiste personnel de Hitler, a permis de comparer les ponts trouvés avec les dossiers antérieurs dont elle se souvenait des traitements réalisés. Ces déclarations sous interrogatoire soviétique ont été cruciales pour établir l'identité des restes.
Une limitation significative de l'analyse médico-légale était que l'état détruit du crâne et des restes osseux empêchait la réalisation immédiate de tests toxicologiques complets. Cela laissait initialement place à des spéculations sur la cause exacte de la mort, s'il s'agissait principalement du poison, principalement du tir ou d'une combinaison des deux. L'évaluation globale par des historiens ultérieurs accepte que la crémation ait été un processus improvisé qui a réussi à détruire partiellement les corps, mais a laissé suffisamment de restes pour une identification médico-légale basique. Cet épisode de crémation improvisée revêt une signification symbolique profonde. La mort de Hitler n'était pas seulement un acte individuel, mais la disparition physique sous le feu de l'un des systèmes les plus destructeurs de l'histoire. En même temps, son corps fuyant et maltraité symbolisait la perte totale de contrôle du régime nazi. Il n'y a pas eu de funérailles d'État, il n'y a pas eu de secret préservé avec succès, seulement une destruction accélérée, cachée et fondamentalement désordonnée. La prétention d'effacer complètement son corps de la surface de la Terre révèle que Hitler comprenait le pouvoir symbolique des restes mortels. Il ne voulait pas devenir un trophée de guerre ni un objet de vengeance populaire. Mais l'exécution matérielle de ce désir fut profondément imparfaite. Les restes demeurèrent, furent identifiés et gardés. La disparition supposée totale fut en réalité une tentative fragmentaire qui permit à son cadavre de rester un objet de pouvoir, bien que renversé, après sa mort. Le traitement du corps à cette étape prépare le terrain pour ce qui viendra dans les chapitres suivants. La recherche et l'investigation systématique de la part des soviétiques, la manipulation de la narration historique, les efforts pour cacher ou faire disparaître physiquement les restes de manière plus efficace. La crémation improvisée n'a pas été la fin de l'histoire du corps de Hitler, mais le point de départ d'un parcours complexe à travers la matière physique jusqu'à sa transformation en symbole politique et en mystère historique. La matérialité des restes, brûlés, enterrés partiellement puis identifiés, a conditionné la manière dont les victorieux et les vaincus ont pu narrer sa fuite, sa mort et son héritage au cours des décennies suivantes. Les chasseurs du cadavre, l'opération soviétique. La disparition visible du corps d'Adolf Hitler après son suicide a engendré une urgence immédiate auprès du commandement soviétique. Récupérer ce qui restait du dictateur et s'assurer que sa fin soit documentée comme preuve définitive de la défaite du Troisième Reich. Dans les jours qui ont suivi la chute de Berlin, le contre-espionnage militaire soviétique a déployé une opération systématique pour localiser, identifier et protéger les restes de Hitler et d'Eva Braun au milieu du chaos absolu qui régnait dans la capitale allemande. Après la chute définitive de Berlin au début du mois de mai 1945, des unités du 1er front biélorusse et de la 3e armée de choc se sont mobilisées vers le complexe de la chancellerie du Reich. Les 2 et 3 mai, des agents de Smerch, le contre-espionnage de l'armée rouge, dont le nom dérive de la contraction en russe de mort aux espions, sont entrés dans le jardin dévasté de la chancellerie avec la priorité absolue de localiser des restes humains qui pourraient appartenir au Führer. Selon un rapport médico-légal soviétique déclassifié par la suite, les restes du corps masculin ont été trouvés en conditions de sévère détérioration. Le cadavre a été remis dans une boîte en bois de dimensions spécifiques, manifestement carbonisée, avec une grande partie du crâne et du torse méconnaissables à cause de l'action du feu. D'après des documents libérés par le FSB récemment, la découverte s'est produite dans un cratère de bombardement à l'intérieur de la zone du bunker, à environ 3 mètres de l'entrée de l'abri souterrain. Là, se trouvaient un corps masculin et un corps féminin, tous deux partiellement brûlés, couverts de débris et enveloppés dans des restes de couverture militaire. Étant donné la destruction étendue des restes, l'identification n'a pas pu être basée sur la reconnaissance faciale ni sur des méthodes standards d'identification corporelle. L'équipe médico-légale soviétique s'est principalement appuyée sur l'odontologie. Les rapports techniques montrent que des ponts métalliques ont été trouvés dans la mâchoire supérieure, des couronnes en porcelaine et des dents qui correspondaient avec les dossiers du dentiste personnel d'Hitler. Une analyse odontologique ultérieure a examiné les radiographies prises en 1944 et les a comparées avec les découvertes de mai 1945. Les conclusions étaient significatives.
Le corps masculin présentait une restauration métallique sur l'incisive centrale gauche et un pont lingual reliant le canine droite à une prémolaire. Ces éléments étaient spécifiques à l'historique dentaire de Hitler et étaient documentés dans les dossiers médicaux du régime. Du corps féminin, on identifia des travaux dentaires correspondant à l'historique d'Eva Braun, ce qui permit aux chercheurs soviétiques de conclure que les deux restes correspondaient effectivement au couple qui s'était suicidé dans le bunker. Une fois les restes provisoirement identifiés, ils furent retenus sous stricte garde soviétique. Les documents montrent que les ponts dentaires et les mâchoires furent scellés dans des conteneurs spéciaux qui furent remis directement au Smersh à Berlin le 8 mai 1945, le même jour où se signait la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. Le symbolisme de la date n'était pas accidentel. La victoire militaire soviétique était accompagnée du contrôle physique sur les restes de l'ennemi principal. Le transfert ultérieur a été effectué dans le secret absolu vers Magdebourg, dans la zone d'occupation soviétique, avec une discrétion opérationnelle totale. Les restes ont été entreposés dans un dépôt militaire souterrain initialement géré par le Smersh et ensuite transférés à la garde du KGB. Selon des recherches historiques ultérieures, les restes ont été déplacés à plusieurs reprises pour éviter que leur emplacement exact ne devienne de notoriété publique ou ne soit vénéré par les sympathisants du nazisme. Pendant cette période initiale, l'information publique émise par les autorités soviétiques était délibérément contradictoire. Malgré le fait d'avoir les restes sous garde et d'avoir effectué des identifications médico-légales préliminaires, en juin 1945, une note officielle fut émise affirmant que Hitler n'avait pas été localisé et qu'il existait la possibilité qu'il soit encore vivant. Cette contradiction était due en partie à la nécessité de créer une ambiguïté stratégique face aux puissances occidentales et en partie à des intérêts de propagande interne soviétique. L'opération n'a pas été exempte de complications internes et de querelles politiques. Dans les premiers mois suivant la guerre, différentes voix au sein de l'appareil soviétique ont émis des déclarations contradictoires sur le sort de Hitler. Tandis que certains commandants militaires à Berlin exprimaient leur certitude quant à sa mort, Staline en personne, lors de réunions diplomatiques avec des représentants américains et britanniques, a semé des doutes sur une possible fuite du dictateur vers l'Espagne ou l'Argentine. Cette contradiction délibérée était fondée sur un calcul politique complexe. En suggérant qu'Hitler aurait pu s'échapper vers des zones sous influence occidentale, l'URSS projetait un soupçon de connivence ou d'incompétence de la part des Britanniques et des Américains. Cette narration s'accordait parfaitement avec le climat de méfiance naissant qui donnerait lieu à la guerre froide. Les réunions Staline-Hopkins-Harriman en 1945 incluent des références explicites à ces insinuations, bien que le leader soviétique disposât d'informations internes indiquant clairement le suicide à Berlin. Le rapport d'expertise médico-légale du 11 mai 1945, signé par le lieutenant-colonel Kraïevski et d'autres experts médicaux du front biélorusse, décrit en détail un cadavre masculin sévèrement brûlé, avec les os du crâne partiellement détruits, la langue coincée entre les dents, un signe caractéristique d'un empoisonnement au cyanure, et des ponts métalliques reconnaissables dans la mâchoire supérieure. Des restes de tissus carbonisés collés à des fragments osseux et des preuves de combustion intense mais incomplètes ont également été enregistrées. Cependant, le dossier soviétique ne serait pas exempt de controverses ultérieures. En 2009, un échantillon du fragment de crâne que l'URSS avait attribué à Hitler a été analysé de manière indépendante par des chercheurs américains. Les résultats ont indiqué que le fragment appartenait à une femme d'environ 20 à 40 ans, ce qui a suscité de nouveaux doutes sur l'intégrité du processus d'identification soviétique. Cette divergence a conduit certains historiens à considérer que l'opération a souffert de défaillances d'identification initiale, ou que des informations ont été manipulées durant le processus. Cependant, la majorité de la communauté académique accepte que la combinaison des restes dentaires, qui n'ont pas été contestés par les analyses postérieures, et les preuves documentaires soviétiques sont suffisantes pour établir que Hitler est mort dans le bunker. La confusion autour du fragment crânien est probablement due au fait que dans le jardin de la chancellerie, de nombreux corps et fragments corporels ont été découverts, ce qui a entraîné des erreurs d'attribution dans la chaîne de garde initiale.
Pour l'URSS, récupérer les restes de Hitler représentait un symbole fondamental de victoire, la fin physique et vérifiable de l'ennemi principal de la guerre. L'opération a permis que, bien qu'avec opacité internationale, le dictateur soit présenté en interne comme mort et son corps sous la garde soviétique. Pour les alliés occidentaux, cette information, lorsqu'elle a finalement été partagée partiellement, offrait une clôture nécessaire à la chasse des principaux criminels nazis. L'opération a également servi à créer une narration de contrôle. Si l'URSS possédait les restes, elle possédait la preuve matérielle que le régime avait été battu de manière absolue. Cette possession est devenue un atout symbolique pendant la guerre froide, permettant à Moscou de maintenir le mystère comme outil de pression politique et idéologique. La recherche soviétique a été marquée par un secret extrême. Les archives sont restées classifiées, les interrogatoires n'ont pas été accessibles aux chercheurs occidentaux et l'emplacement final des restes est resté confidentiel pendant des décennies. Le résultat inévitable a été une prolifération de théories sur l'évasion et la survie de Hitler. Les contradictions internes du dossier soviétique, comme la découverte ultérieure que certains fragments ne correspondaient pas à Hitler, ont partiellement affaibli la crédibilité formelle de l'opération, bien qu'elle n'ait pas modifié la conclusion historique fondamentale qu'il était mort dans le bunker. La stratégie soviétique de contrôler la narration s'est avérée aussi importante que l'action militaire de récupération physique. Le corps de Hitler, ou ce qu'il en restait, s'est transformé en un objet de pouvoir que Moscou a administré selon ses intérêts politiques changeants. Pendant des années, les restes sont restés cachés dans des installations militaires, accessibles seulement pour un cercle très restreint de fonctionnaires de sécurité et de scientifiques légistes autorisés. L'opération de récupération des restes ne se termine pas avec l'identification médico-légale de mai 1945. Son développement prépare le terrain pour l'étape suivante. La transformation du cadavre en sujet de propagande, la négation délibérée d'informations, les rumeurs internationales de fuite et l'utilisation du corps comme symbole politique durant les décennies de la guerre froide. À partir de ce moment, le corps physique de Hitler commence sa métamorphose vers le mythe, un sujet qui sera abordé dans le chapitre suivant, où l'on examine comment la gestion opaque des restes a alimenté des conspirations et des récits alternatifs qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Le cadavre politique, le mythe du Führer survivant. Le destin du corps d'Hitler a transcendé le biologique pour devenir un instrument politique, de propagande et conspiratif à des dimensions mondiales. L'incertitude délibérément construite autour des restes a alimenté pendant des décennies des rumeurs de survie, des affrontements de propagande entre puissances et la consolidation d'un cadavre absent comme artefact idéologique. Ce chapitre examine comment un corps identifié et gardé a opéré dans l'imaginaire mondial comme s'il était disparu, disponible pour toute projection mythique. À la fin de la bataille de Berlin, seuls 2 acteurs avaient un accès direct à la scène du suicide et aux restes physiques. La haute direction du bunker, rapidement morte, capturée ou dispersée, et les forces soviétiques qui ont pris la chancellerie. Alors qu'en interne, le renseignement soviétique progressait vers l'identification dentaire et le stockage contrôlé des restes, à l'extérieur, l'URSS a décidé de ne pas présenter une version claire et définitive. En juin 1945, des porte-paroles soviétiques ont déclaré publiquement que les restes de Hitler n'avaient pas été trouvés et qu'il existait la possibilité qu'il se soit échappé. Cette dissonance entre la réalité reste sous garde et la version officielle, doute et suspicion, a ouvert un espace politique inédit. Le corps de Hitler, déjà récupéré et identifié techniquement, était traité politiquement comme s'il était porté disparu. Cet écart serait systématiquement exploité par l'URSS pendant des années, transformant un fait médico-légal en un outil de pouvoir international. Les motivations soviétiques pour maintenir l'ambiguïté étaient multiples et convergentes. Premièrement, suggérer qu'Hitler aurait pu s'enfuir vers des zones occidentales projetait des soupçons sur les Britanniques et les Américains, insinuant une possible connivence, incompétence ou même une protection tacite. Ce récit s'intégrait parfaitement dans le climat de méfiance qui cristalliserait dans la guerre froide.
Staline, lors de réunions diplomatiques de 1945, insinua qu'Hitler pouvait être en Espagne sous protection franquiste ou en Argentine, malgré des informations internes indiquant clairement son suicide à Berlin. Deuxièmement, le contrôle monopolistique de la preuve matérielle conférait aux Soviétiques un privilège symbolique. Ils possédaient le certificat physique de la destruction de l'ennemi absolu. En ne le partageant pas publiquement, ils conservaient la capacité de moduler le récit selon leurs intérêts politiques changeants. Enfin, pour la propagande soviétique interne, un Hitler potentiellement fugitif ou lâche échappé permettait de prolonger des récits de vigilance révolutionnaire permanente, d'ennemis latents, utiles pour justifier des mesures de contrôle interne et la continuité de l'épopée antifasciste. En termes pratiques, l'URSS a installé un paradoxe. Elle n'en savait plus qu'elle ne le disait. Et ce qu'elle disait contribuait à ce que le cadavre d'Hitler, déjà localisé, opère dans l'imaginaire mondial comme un corps absent, disponible pour toute projection conspirative. Du côté occidental, la priorité immédiate après la reddition allemande était double. Capturer les hauts commandements nazis survivants et déterminer avec certitude le sort de Hitler pour empêcher son instrumentalisation politique ou symbolique. Face à l'opacité soviétique, Britanniques et Américains entreprirent leurs propres enquêtes. Entre 1945 et 1946, le renseignement britannique chargea l'historien Hugh Trevor Roper de reconstruire les derniers jours de Hitler par des interrogatoires exhaustifs des survivants du bunker. Le rapport de Trevor Roper, qui deviendrait par la suite le livre Les derniers jours de Hitler, a conclu de manière catégorique que Hitler s'était suicidé dans le bunker et que son corps avait été partiellement incinéré dans le jardin de la chancellerie. Cette reconstruction basée sur des témoignages convergents a fourni à l'Occident un récit cohérent face au vide informatif soviétique. En parallèle, des agences comme le FBI et ultérieurement la CIA ont recueilli et évalué des allégations de prétendues apparitions de Hitler en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Les fichiers déclassifiés montrent des centaines de rapports de civils, de diplomates ou d'informateurs qui affirmaient avoir vu Hitler dans des hôtels en Colombie, des haciendas en Argentine, des monastères en Espagne ou même sur des bateaux en direction de l'Antarctique. Aucun de ces rapports n'a résisté à une vérification sérieuse, mais la simple existence de dossiers aussi volumineux reflète la pression politique pour clore définitivement le dossier. Alors que l'URSS gérait stratégiquement le soupçon, l'Occident tentait de produire la certitude par la reconstitution de témoignages et des analyses indirectes. Ce choc de récits a généré un effet paradoxal. Plus les efforts occidentaux pour prouver que Hitler était mort étaient acharnés, plus les récits conspirationnistes suggérant que quelque chose de fondamental était caché gagnaient du terrain. Le mythe du Hitler survivant n'aurait pas prospéré sans un élément crucial: la réalité documentée des fuites réussies de nombreux criminels nazis. Adolf Eichmann a voyagé en Argentine sous une fausse identité et y a vécu pendant des années jusqu'à ce qu'il soit capturé par le Mossad israélien en 1960. Joseph Mengele a réussi à s'échapper en Amérique du Sud et est mort au Brésil en 1979. Plusieurs officiers et cadres intermédiaires du régime ont utilisé les soi-disant ratlines, réseaux de fuite qui traversaient l'Italie et l'Espagne vers des ports sud-américains, avec le soutien de sympathisants, de secteurs de l'Église catholique et de structures clandestines d'anciens alliés. Ces routes clandestines, aujourd'hui exhaustivement documentées dans des archives européennes et latino-américaines, conféraient de la véracité narrative à l'idée que, si tant de criminels nazis avaient échappé, Hitler aurait pu le faire aussi. Les rumeurs de sous-marins arrivant sur les côtes patagoniennes, de bases secrètes dans les jungles sud-américaines ou de refuges dans des monastères espagnols s'appuyaient sur des faits partiellement réels: évasions avérées, réseaux logistiques efficaces, complicités institutionnelles vérifiées. Le corps absent de Hitler devenait ainsi un corps potentiellement déplacé, alimentant des spéculations qui mêlaient des preuves réelles avec une fantaisie conspirationniste. Entre la fin des années 40 et les décennies suivantes, la figure de Hitler vivant s'est installée à 3 niveaux différents. Au niveau du renseignement, pendant environ une décennie après la guerre, certains bureaux ont continué à vérifier les dénonciations d'observation, non pas parce qu'ils croyaient sérieusement que Hitler était vivant, mais par protocole bureaucratique.
Tout indice relatif au principal criminel du siècle devait être évalué et écarté formellement. À un niveau médiatique et sensationnaliste, des revues populaires, des livres de grande circulation et par la suite des programmes de télévision exploitaient l'ambiguïté. Le récit du dictateur échappant à la fin du monde offrait du dramatisme, de l'intrigue internationale et un antagoniste inachevé, particulièrement fonctionnel pendant la guerre froide, pour alimenter des fictions de menaces cachées et de conspirations mondiales. Le cadavre politique se fragmentait ainsi en marchandises culturelles de consommation massive. À un niveau idéologique et extrémiste, pour certains cercles néo-nazis ou nostalgiques du régime, l'idée d'un Führer survivant a opéré comme une mythologie de résistance. Hitler non pas mort, mais caché stratégiquement, attendant le moment de revenir, niant symboliquement la défaite absolue du national-socialisme. Bien que marginale en termes numériques, cette lecture a contribué à maintenir vivant l'usage politique du corps absent comme symbole d'un récit inachevé. À tous ces niveaux, le composant commun était l'instrumentalisation du vide. Le fait que le public international ne pouvait pas voir un cadavre reconnaissable, un rapport médico-légal partagé internationalement et une tombe officielle laissait un espace qui a été systématiquement occupé par des récits alternatifs. L'historiographie basée sur des archives britanniques, américaines et plus tard russes partiellement ouvertes converge en un point fondamental. Le mystère autour de la mort de Hitler est en grande partie un produit de décisions politiques soviétiques, pas d'un manque objectif de preuves. L'URSS a retenu et fragmenté l'information sur l'identification dentaire. Elle a émis des déclarations contradictoires à différents niveaux de commandement. Les restes ont été gérés comme un secret d'État, conservés dans des archives du KGB avec des accès très limités pour les chercheurs étrangers. En même temps, des versions alternatives fuitaient. Hypothèse de double utilisée par Hitler, variation dans la méthode de suicide, prétendue divergence dans les témoignages des survivants. Ce schéma a engendré ce qui peut être compris comme une stratégie d'ambiguïté active, disposer de la vérité matérielle, mais gérer discursivement l'incertitude pour conserver des avantages symboliques sur l'échiquier géopolitique de l'après-guerre. À partir des années 60, et avec plus de force depuis l'ouverture partielle des archives soviétiques après l'effondrement de l'URSS, un effort historiographique et médico-légal s'est consolidé pour fermer définitivement le cycle de Hitler, survivant grâce à des preuves accumulées. Les interrogatoires de témoins clés du bunker montrent une cohérence significative dans la description du suicide, du transfert du corps et de la crémation partielle, bien qu'ils aient été réalisés dans des contextes de capture différents et par des interrogateurs de nationalités distinctes. Les analyses odontologiques comparatives ont fourni l'une des preuves les plus solides d'identification. Des études réalisées au cours de différentes décennies ont réaffirmé la correspondance entre les registres du dentiste d'Hitler et la mandibule conservée dans les archives soviétiques. En 2018, une étude scientifique publiée dans une revue européenne a examiné les restes dentaires attribués à Hitler et a conclu qu'ils coïncidaient pleinement avec la morphologie décrite dans les sources historiques, renforçant le consensus académique selon lequel il est mort dans le bunker en avril 1945. Les enquêtes sur les prétendues observations en Amérique du Sud, y compris l'examen de documents récemment déclassifiés par les gouvernements argentins et brésiliens, montrent que les agences de renseignement ont suivi des pistes faibles, beaucoup basées sur des rumeurs locales, des identifications erronées ou des fraudes délibérées. Aucune d'elles ne résiste face à la chronologie bien établie de la chute de Berlin ni à l'évidence médico-légale accumulée. D'un point de vue historique rigoureux, le mythe de Hitler fugitif ne se maintient que comme phénomène culturel et politique, non comme hypothèse documentée. Cependant, sa persistance pendant des décennies illustre la puissance du cadavre politique. Plus le criminel est dévastateur, plus le récit qui nie sa fin mondaine et le transforme en figure mythique immortelle est attrayant. Le cadavre politique de Hitler ne se réfère pas seulement à des restes physiques, mais à la dispute internationale concernant sa signification. Pour l'URSS, il représentait un trophée caché, objet de secret d'État, preuve de victoire gérée comme ressource de propagande. Pour les alliés occidentaux, il constituait un problème à résoudre documentement pour empêcher une réapparition symbolique ou conspirative. Pour les secteurs extrémistes ou conspirationnistes,
Il fonctionnait comme écran où projetait des fantasmes d'impunité, de résistance souterraine ou de complot mondial. Pour l'historiographie critique, il est devenu un cas paradigmatique de comment la gestion opaque de restes mortels et d'archives peut déformer la perception publique pendant des générations. Le résultat fut que le corps de Hitler a continué à circuler politiquement bien après sa mort physique, ni exposé sur une place publique ni enterré dans une tombe accessible, mais déplacé vers des rapports secrets, des archives classifiées, des refuges supposés sur des continents lointains et des reconstructions médiatiques sensationnelles. Cette circulation a alimenté autant la désinformation massive que finalement la nécessité historique d'une vérification scientifique exhaustive qui fermerait le cycle du mythe. Le chapitre suivant examine comment cette fermeture matérielle a été tentée par l'élimination physique définitive des restes en 1970, un acte qui cherchait à clore non seulement un corps, mais aussi son potentiel à devenir relique ou symbole persistant. Les restes cachés, Magdebourg et l'élimination finale. Après l'identification initiale des restes d'Adolf Hitler par des équipes médico-légales soviétiques à Berlin, une deuxième étape a commencé dans l'histoire physique de son corps, celle de sa garde clandestine prolongée et de sa destruction délibérée ultérieure. De 1945 à 1970, les fragments attribués au Führer, principalement la mâchoire, les ponts dentaires et des fragments osseux, ont été conservés, déplacés à plusieurs reprises et finalement éliminés au sein de l'appareil de sécurité soviétique. Ce processus répondait à une logique politique interne de l'URSS et au désir de contrôler non seulement un corps, mais aussi un symbole capable de devenir un centre de culte ou un instrument de propagande. Entre mai et juin 1945, l'unité Smerch du 79e corps de fusiliers a transporté un petit ensemble de restes du jardin de la Chancellerie vers des installations militaires situées dans le district de Buch, au nord de Berlin. Là, ils sont restés sous stricte garde militaire jusqu'à 1946, où ils ont été enterrés à nouveau, cette fois sur un terrain militaire dans la ville de Magdebourg, dans la zone d'occupation soviétique en Allemagne de l'Est. Les dossiers ultérieurement ouverts par le FSB confirme que le dépôt initial a été effectué dans le jardin arrière d'une maison appartenant à la 3e section de contre-espionnage sous une dalle de ciment à l'intérieur de cercueils en bois ordinaires. Dans ces conteneurs ont été déposés 5 corps, ceux de Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels, Magda Goebbels et 2 de leurs enfants, tous mélangés sans séparation claire. L'inhumation était provisoire, sans aucune cérémonie, et marqué seulement par un numéro d'inventaire militaire. L'objectif n'était pas commémoratif mais opérationnel, maintenir les restes hors de portée des curieux, espions occidentaux ou exhumations non autorisées. Lorsque le Smerch a été officiellement dissous en 1946, la responsabilité des restes a été transférée au MGB puis au KGB. Dans les rapports internes de l'appareil de sécurité soviétique, ce dossier a été classé Osobaya Papka, désignant un matériel de secret absolu. Entre 1946 et 1970, les restes sont restés sous le contrôle direct de la 9e direction du KGB, chargée de la protection des hauts responsables et des opérations spéciales sensibles. L'information sur son emplacement se limitait à une douzaine d'officiers de haut rang. Le paquet contenait la mandibule et le maxillaire supérieur utilisés lors de l'identification originale, des fragments de crâne calcinés, des restes osseux non déterminés et quelques fragments textiles brûlés. L'ensemble était conservé dans une enveloppe métallique à l'intérieur d'une boîte en bois verni. Seuls les dentistes soviétiques, qui avaient participé à l'identification initiale, et un petit groupe de pathologistes autorisés ont eu accès direct à ces matériaux pendant les 25 années suivantes. Pendant la décennie de 1950, lorsque le climat de guerre froide a atteint sa tension maximale, le Kremlin a évité toute référence publique au sujet. Le secret servait à éviter que les alliés occidentaux exigent une vérification internationale ou que le site d'inhumation se transforme en lieu de pèlerinage pour les secteurs néo-nazis qui commençaient à se réorganiser en Allemagne de l'Ouest. Avec le passage des années, la présence de cette sépulture clandestine à Magdebourg a commencé à représenter un problème opérationnel. En 1969, le complexe militaire où se trouvaient des restes
est passé sous le contrôle direct du ministère de la Défense de la République démocratique allemande. Les autorités locales prévoyaient de construire de nouveaux bâtiments militaires et résidentiels pour les officiers, et le KGB craignait que les travaux de construction ne révèlent accidentellement le dépôt secret, générant un scandale international ou devenant le centre d'une attention non désirée. Des documents internes signés par Yuri Andropov, à l'époque chef du KGB, montrent qu'en mars 1970, il a été décidé d'éliminer définitivement les restes. L'ordre venait du comité central du Parti communiste et était directement soutenu par Léonid Brejnev. Le texte de la directive indiquait précisément « éliminer les restes sans laisser aucune trace physique, permettant leur localisation ou récupération future ». Le 4 avril 1970, un détachement de 6 officiers du KGB a voyagé de Moscou à Magdebourg avec des instructions scellées et une autorisation de niveau maximal. Au cours de la matinée, sous un strict secret et un cordon militaire de la zone, ils ont exhumé les restes du petit cimetière militaire de la rue Westenstrasse. La procédure a été exécutée avec la minutie bureaucratique caractéristique de l'appareil soviétique. L'opération a suivi des étapes spécifiques. Localisation exacte du point d'enterrement à l'aide de plans archivés de 1946, extraction des caisses en bois, enregistrement photographique interne de leur contenu pour vérification administrative, confirmation de l'identité par comparaison avec des enregistrements antérieurs, émiettement manuel et broyage mécanique des fragments osseux restants, incinération sur un feu improvisé sur un terrain vague près de la rivière Elbe, collecte minutieuse des cendres résultantes et dispersion finale dans le cours de l'Elbe en aval. L'opération a duré environ 6 heures. À l'aube du 5 avril, il ne restait aucune trace visible de l'enterrement original. Le rapport final, envoyé directement à Andropov, certifiait que l'ennemi du peuple avait été éliminé physiquement complètement, fermant ainsi toute possibilité de récupération matérielle future. Cependant, tous les fragments n'ont pas été détruits lors de cette opération. Le KGB a décidé de conserver les pièces qui avaient historiquement servi à l'identification médico-légale, la mâchoire avec les bridges dentaires métalliques et un fragment de crâne. Ces parties ont été archivées à Moscou, dans les archives d'État de Russie, dans une boîte scellée étiquetée comme pièce numéro 32 Hitler. Pendant des décennies, leur existence a été officiellement niée par les autorités soviétiques puis russes. Ce n'est qu'en 1993, après l'ouverture partielle des archives du régime soviétique effondré, qu'il a été publiquement confirmé que ces fragments étaient toujours gardés par le FSB, le successeur du KGB. Des études scientifiques menées en 2000 et à nouveau en 2018 sur ces pièces ont confirmé leur ancienneté, détecté la présence de résidus chimiques de cyanure dans les tissus calcifiés et vérifié la correspondance avec les descriptions odontologiques documentées en 1945. La décision de conserver exclusivement des parties dentaires avait une logique duale. Elle assurait la capacité de l'État soviétique de démontrer scientifiquement la mort d'Hitler face à de futurs doutes ou défis historiques, mais évitait de maintenir un corps complet ou des restes osseux étendus susceptibles d'être utilisés de manière symbolique, rituelle ou politique. L'élimination physique de 1970 répondait à 3 motivations principales clairement identifiables dans les documents internes. En premier lieu, éviter que le lieu devienne un foyer de culte ou de mythification. Le KGB considérait que l'existence d'un point géographique localisable où reposeraient des restes physiques de Hitler pourrait se transformer en destination de pèlerinage pour des groupes néo-nazis, surtout en RDA, où l'on enregistrait déjà des manifestations de nostalgie nationale-socialiste parmi les jeunes. Deuxièmement, éviter l'utilisation politique par les puissances occidentales. En plein air de détente avec les États-Unis et de négociations sur le contrôle des armes nucléaires, Moscou craignait qu'une éventuelle découverte ou fuite de l'enterrement ne provoque des interprétations de propagande contraires aux intérêts soviétiques. Enfin, exercer un contrôle symbolique total sur la narration historique. Détruire physiquement les restes équivalait à clore définitivement le cycle matériel du nazisme sous le contrôle absolu soviétique. Ni tombe, ni relique, ni lieu de mémoire, ni objet de litige international.
La dispersion des cendres dans l'Elbe complétait ainsi l'anéantissement du corps qu'Hitler lui-même avait tenté de réaliser en 1945, mais que seule l'URSS put concrétiser effectivement 25 ans plus tard. Pendant plus de 20 ans, l'épisode de l'élimination est resté un secret absolu. Ce n'est qu'après la chute de l'URSS que des détails partiels ont été publiés dans des rapports du FSB et dans des témoignages de certains officiers impliqués. En 1992, Vladimir Goumeniuk, l'un des participants à l'opération de 1970, a raconté dans une interview que l'ordre a été exécuté sans émotion, avec une précision administrative caractéristique, et que le matériel brûlé et dispersé a été réduit en une poussière indistinguable parmi le sable et la cendre de la rivière. L'ouverture partielle des archives soviétiques dans les années 2000 a permis aux historiens spécialisés d'accéder à des photographies de la procédure et à des actes officiels de l'opération. Les études de l'Institut de médecine légale de Moscou ont ensuite confirmé l'authenticité des fragments dentaires conservés, bien que les tentatives d'analyse ADN n'aient pas pu être menées à bien en raison de la dégradation avancée du matériel biologique après des décennies de stockage. La destruction de Magdebourg représente la fermeture physique définitive du corps d'Hitler. D'un point de vue historique, ce fut une action d'État minutieusement conçue pour éliminer la matérialité du mal. D'un point de vue symbolique, elle révèle la fascination persistante des États pour contrôler les restes mortels de grands criminels, comme si une partie résiduelle de leur pouvoir ou influence historique y résidait. L'acte soviétique de 1970 a clos une chaîne de dissimulation successive, crémation improvisée en 1945, enterrement secret en 1946, transferts multiples pendant les années 50 et 60, et finalement, élimination totale en 1970. Ce qui survit aujourd'hui, les fragments dentaires et un morceau de crâne dans des archives de Moscou, sont des restes minimes d'une histoire plus large de contrôle politique sur la matière même du dictateur. Le corps de Hitler a été converti en dossier administratif, déplacé comme objet de sécurité nationale, détruit comme menace symbolique et réduit finalement à un fragment archivé. Le chapitre suivant examine comment, à partir de ces fragments conservés et des études scientifiques réalisées au cours des dernières décennies, le cycle biologique et symbolique du Führer est enfin clos. Ce qui demeure n'est pas un corps, ni même un squelette, mais un reste dentaire qui fonctionne comme témoin médico-légal de la fin de l'un des criminels les plus dévastateurs de l'histoire humaine. Le fragment est le symbole, ce qui est resté. Avec la dispersion des cendres dans le fleuve Elbe en avril 1970, le corps d'Adolf Hitler a presque complètement disparu du monde matériel. La seule chose qui a survécu à cette élimination délibérée était quelques fragments osseux minimes, principalement la mâchoire supérieure avec ses ponts dentaires métalliques et une petite portion du crâne, conservée dans les archives de l'État soviétique puis de l'État russe. À partir de ce moment, le destin physique du dictateur fut réduit à des fragments, un vestige microscopique qui remplace le corps entier et, simultanément, le représente symboliquement. Ce changement d'échelle, du cadavre complet aux morceaux osseux archivés, a transformé l'objet médico-légal en symbole historique, un point de convergence entre science, politique et mémoire collective. Les fragments dentaires ont été archivés dans les archives d'État de Russie, dans une boîte métallique identifiée comme pièce à conviction 32. Ils y sont restés sans exposition publique ni études scientifiques accessibles pendant des décennies, sous la garde stricte du FSB, le service de sécurité successeur de la KGB. Seul un nombre extrêmement limité de fonctionnaires connaissaient leur localisation exacte au sein du complexe système d'archives secrètes. Le secret était maintenu même au sein de la propre bureaucratie soviétique. Pour l'immense majorité de la population mondiale, Hitler avait été annihilé sans laisser aucune trace matérielle. Avec la chute de l'URSS en 1991 et la réorganisation subséquente de l'État russe, la nouvelle fédération a hérité de cet héritage physique particulier. Dans les années suivantes, l'ouverture partielle des archives soviétiques a permis aux historiens et aux journalistes de confirmer l'existence de la mâchoire et du fragment crânien. Ces pièces sont graduellement devenues le seul lien tangible entre la biographie documentée d'Hitler et sa fin biologique, comblant le fossé entre l'histoire écrite et la preuve matérielle.
En l'an 2000, l'Institut de médecine légale de Moscou a autorisé une équipe dirigée par l'historien Lev Bezimensky et les médecins légistes russes à examiner les restes conservés. L'étude consistait en une analyse morphologique détaillée des ponts métalliques, une comparaison exhaustive avec les radiographies dentaires de Hitler prises en 1944, une observation microscopique des résidus chimiques adhérents aux tissus calcifiés et une datation approximative des os par spectroscopie des matériaux. Les résultats de l'étude de 2000 ont confirmé que la mâchoire correspondait avec une précision extraordinaire au dossier dentaire du dentiste personnel de Hitler, Hugo Blaschke, et que les ponts métalliques coïncidaient exactement avec la description détaillée faite par son assistante dentaire, Kate Heusermann, lors des interrogatoires soviétiques de 1945. De plus, des traces significatives d'ions de cyanure ont été détectées dans les tissus calcifiés, ce qui corroborait l'ingestion de poison avant ou simultanément au tir de balle, confirmant ainsi les témoignages historiques sur la méthode duale de suicide. Le rapport scientifique de 2000 a consolidé l'identité du fragment et a définitivement démenti toute hypothèse résiduelle de substitution de corps ou de falsification de preuves. Pour la communauté historiographique internationale, cette étude a représenté un point de basculement dans la clôture du débat sur la mort de Hitler. Cependant, un second fragment, une portion de voûte crânienne perforée par un projectile de balle, a été l'objet d'une controverse scientifique significative. En 2009, des chercheurs américains de l'Université du Connecticut ont analysé cette pièce crânienne à l'aide de techniques de détermination du sexe par analyse osseuse. Les résultats ont indiqué que le fragment appartenait à une femme âgée de 20 à 40 ans, pas à Hitler. La nouvelle a parcouru les médias internationaux et a de nouveau alimenté les spéculations sur l'authenticité des restes gardés par la Russie. Cependant, l'enquête russe ultérieure a clarifié de manière exhaustive que le fragment féminin ne faisait pas partie de l'ensemble de la mâchoire identifiée comme appartenant à Hitler, mais d'un autre ensemble de restes découverts au même endroit dans le jardin de la chancellerie, probablement appartenant à Eva Braun ou à un autre occupant du bunker qui a péri dans des circonstances similaires. Cette confusion illustre le chaos de la récupération initiale soviétique en mai 1945, lorsque plusieurs corps ont été exhumés du jardin de la chancellerie dans des conditions d'extrême urgence militaire et sans protocoles médico-légaux standardisés. Cependant, cette divergence concernant le fragment crânien n'invalide en rien l'identification dentaire, qui continue d'être considérée comme la preuve la plus solide et scientifiquement vérifiable de la mort de Hitler dans le bunker. En 2018, une équipe franco-russe dirigée par le professeur Philippe Charlier a obtenu une permission exceptionnelle du FSB pour réexaminer la mâchoire et les ponts dentaires par des techniques médico-légales modernes. L'article résultant, publié dans le European Journal of Internal Medicine, a conclu avec une clarté scientifique que les métaux et les porcelaines des ponts correspondaient aux matériaux dentaires utilisés spécifiquement en Allemagne entre 1930 et 1940, que aucun signe de mastication postérieur à avril 1945 n'a été trouvé, que les configurations anatomiques des racines et des couronnes correspondaient pleinement aux radiographies historiques conservées et que les microtraces de bleu de Prusse indiquaient une exposition au cyanure d'hydrogène. La synthèse scientifique de l'étude de 2018 était catégorique. Les restes sont, sans aucun doute raisonnable, ceux d'Adolf Hitler. Cette conclusion a scientifiquement clos un débat historique de plus de 70 ans, fournissant des preuves matérielles vérifiables qui complètent et confirment les témoignages historiques convergents des survivants du bunker. À la différence d'autres criminels de guerre dont les corps ont été enterrés formellement, jugés publiquement ou exécutés lors de cérémonies documentées, celui de Hitler est resté réduit à une relique sans contexte funéraire conventionnel. Le fragment dentaire ne suscite ni vénération ni deuil collectif. Il agit exclusivement comme témoin judiciaire. C'est la preuve matérielle objective d'une mort que beaucoup ont voulu nier pour des raisons idéologiques, politiques ou conspirationnistes.
Sa conservation dans les archives de Moscou joue un double rôle historique, préserver des preuves scientifiques irréfutables contre les théories révisionnistes ou négationnistes qui ressurgissent périodiquement et rappeler le contrôle absolu que l'URSS exerçait sur le dernier vestige physique du nazisme en tant que régime politique. Paradoxalement, la volonté exprimée par Hitler d'effacer complètement son propre corps de l'histoire s'est finalement matérialisée sous la logique de ses vainqueurs soviétiques. Le dictateur qui a tenté de contrôler jusqu'à son cadavre a fini par devenir un objet d'archive de l'ennemi qui l'a vaincu. Les études scientifiques sur les restes ne sont pas seulement des exercices techniques d'identification médico-légale. Elles reflètent comment l'histoire moderne a besoin de preuves tangibles, matérielles et vérifiables pour soutenir sa mémoire collective face au courant négationniste. À une époque saturée de révisionnisme numérique, de théorie du complot viral et de manipulation de l'information, la mâchoire d'Hitler s'est transformée en un antidote factuel, une pièce de preuve physique qui ancre les faits historiques face à la fiction politique. Pour les experts légaux, le cas symbolise le triomphe des preuves empiriques rigoureuses sur la mythologie conspirationniste. Pour les historiens, il représente l'aboutissement du processus de démystification de l'ennemi absolu par vérification scientifique indépendante. Pour les politiciens russes contemporains, il implique encore un pouvoir symbolique résiduel. La garde du fragment est un héritage direct de la victoire soviétique sur le nazisme, un rappel matériel du rôle de l'URSS dans la défaite du Troisième Reich. Hitler n'a pas de tombe identifiable, ni de mausolée commémoratif, ni de lieu de mémoire physique visitable. Berlin, reconstruite complètement sur les fondations détruites du bunker, a converti la zone en un simple parking public et jardin urbain anonyme, délibérément sans signalisation commémorative visible. Un petit panneau informatif discret, installé finalement en 2006 après des décennies de débats publics, explique brièvement aux visiteurs qu'ici se trouvait le Führerbunker, mais rien de plus. Cette absence délibérée évite toute tentative de culte, mais projette également un vide symbolique significatif. Le crime absolu n'a pas de corps visible, ni de site commémoratif, ni de rituel collectif. Seuls des fragments minimes d'os gardés dans un fichier distant et des documents administratifs qui attestent de sa destruction systématique. Le contraste avec des figures historiques comme Mussolini ou Franco, dont les corps ont eu des trajectoires funéraires publiques, des tombes identifiables et des débats sociaux sur leur emplacement, souligne l'exception du cas Hitler. Son corps a été nié, effacé et dissous progressivement comme si l'histoire voulait elle-même l'expulser physiquement de son espace matériel. Le fragment restant est devenu un symbole de multiples niveaux d'interprétation simultanée. Scientifiquement, il démontre la capacité de la recherche médico-légale moderne à résoudre des mystères historiques grâce à des preuves matérielles vérifiables. Moralement, il rappelle que même le dictateur le plus puissant du XXe siècle a fini réduit à des os carbonisés et archivés administrativement. Politiquement, il témoigne de la manipulation prolongée du corps par les États, de la propagande idéologique à la vérification scientifique neutre. Historiquement, il marque la fin définitive du cycle du Troisième Reich, non seulement en tant que régime politique, mais aussi comme présence physique vérifiable dans le monde matériel. Le morceau de mâchoire incarne, dans sa petitesse physique extrême, la disproportion absolue entre le pouvoir dévastateur que Hitler a exercé pendant 12 ans et l'insignifiance matérielle radicale de sa fin biologique. Un homme qui a mobilisé des armées de millions, qui a ordonné la mort systématique de populations entières, qui a transformé un continent en champ de bataille et d'extermination, a finalement été réduit à quelques grammes d'os dentaires archivés dans une boîte métallique. Depuis l'enfermement claustrophobique dans le bunker jusqu'à la dispersion finale des cendres dans le fleuve Elbe, le corps de Hitler a parcouru tous les stades possibles de l'anéantissement physique. Suicide planifié, crémation improvisée ratée, dissimulation systématique, destruction délibérée, fragmentation extrême et archivage administratif. Chaque étape a répondu à une logique historiquement distincte, militaire, politique, idéologique, scientifique, mais toutes ont convergé vers un même objectif fondamental, effacer l'empreinte physique du dictateur sans effacer simultanément la mémoire historique de ses crimes. Aujourd'hui,
Le fragment conservé dans les archives de Moscou fonctionne comme un rappel silencieux de ce processus historique complexe. Il n'y a pas de tombe physique à visiter, ni de corps complet à vénérer ou à répudier, juste un minime reste qui certifie scientifiquement la réalité de la mort et avec elle, la défaite totale et définitive du projet national-socialiste en tant que système politique. Cette clôture matérielle et symbolique complète le cycle de 7 décennies qui a commencé dans ce bunker de Berlin. Le corps le plus recherché, le plus dissimulé et le plus symboliquement chargé du XXe siècle a terminé sa trajectoire transformée en fragment médico-légal, en preuve scientifique, en rappel minimal que même le pouvoir absolu trouve sa limite définitive dans la matérialité biologique et dans la vérification historique rigoureuse. Le fragment et le symbole se fondent ainsi en une seule réalité. Ce qui reste de Hitler n'est pas un mythe immortel, mais un morceau d'os qui confirme sa mort, sa défaite et sa réduction finale à objet d'études historiques et médico-légales.